Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des fans du crédit. Aujourd'hui, on va parler crédit à la consommation et habitudes et comportements consuméristes des ménages. J'aurai le plaisir d'accueillir une personnalité qui fait référence dans le marché en termes d'observation, Flavien Neuvy, que je vais vous présenter juste après. Alors, cette période, l'inflation, pendant 2 ans, après le conflit russo-ukrainien a explosé. Grande préoccupation des ménages français et européens aussi, et du coup, aujourd'hui, on a une consommation qui semble s'être adaptée, on va pas dire appropriée, mais adaptée par rapport à la situation, même si le pouvoir d'achat reste un frein à un certain nombre de projets. Mais est-ce que cette période récente a profondément modifié les préoccupations essentielles des ménages? L'urgence climatique a-t-elle trouvé une traduction dans les dépenses et dans les attentions du public? Le coup de froid du marché immobilier rebâtit les cartes peut-être du bien-être dans le logement? Autant de questions auxquelles les courtiers doivent avoir des éléments de réponse parce qu'ils vont accompagner leurs clients, non pas simplement dans leur projet immobilier, mais dans leur projet de vie au sens large. Donc, Flavien Neuvy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Directeur de l'Observatoire européen du crédit à la consommation de chez CTLM. Autant dire une référence, puisque c'est, à ma connaissance, la seule publication régulière qui est faite sur cela. Et la notion de consumérisme et des habitudes constatées sur la France, mais sur la zone euro aussi, c'est votre sujet en général. Alors, petite présentation de l'homme, et puis de l'Observatoire, et de BNP Personal Finance, qui comprend CTLM notamment, peut-être, pour commencer. Oui, alors, BNP Paribas Personal Finance, c'est la raison sociale d'une entreprise qui est plus connue sous sa marque commerciale, le CTLM, qui appartient au groupe BNP Paribas, et donc qui est spécialisé dans le financement des particuliers. Alors c'est vrai qu'on finance beaucoup la mobilité, c'est-à-dire la voiture, mais pas seulement d'ailleurs, on finance par exemple beaucoup de vélos aujourd'hui, donc la mobilité au sens large. On finance également les projets des ménages, d'équipement pour leur maison, pour leurs différents projets tout au long de leur vie. Et puis, bien sûr, on va accompagner également l'ensemble des ménages sur tous les produits financiers qu'ils souhaitent, notamment l'épargne, par exemple. Et donc, on est un acteur qui existe depuis maintenant, depuis le début des années 50, en fait. On a été vraiment pionnier en matière de crédit à la consommation. Le premier dossier de crédit financé par le CTLM en 1953, c'était un réfrigérateur dans la banlieue parisienne. Et donc, depuis cette période, on accompagne des générations et des générations de Françaises et de Français dans la réalisation de leurs projets. Et du coup, depuis une quarantaine d'années, on a décidé dans l'entreprise, alors moi, j'étais pas encore dans l'entreprise, mais on a décidé de créer des observatoires qui permettent de mieux comprendre les évolutions, justement, du comportement des ménages, puisqu'on les accompagne tout au long de leur vie. On voulait essayer de comprendre les grandes mutations de la consommation. Et donc, il y a 2 études annuelles qui sont publiées. Il y a l'Observatoire CTLM de la consommation et l'Observatoire CTLM de l'automobile qui sont publiés maintenant depuis 40 ans chaque année. Ce sont des études qui sont européennes. Pour l'auto, c'est même mondial. Et donc, depuis 40 ans, on essaye de comprendre et on essaye aussi de faire un peu de prospective, sachant qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, faire de la prospective, essayer d'anticiper, c'est de plus en plus complexe parce que c'est un monde très volatile, il y a de multiples chocs. Et donc, c'est déjà difficile de comprendre ce qui se passe. Il faut vraiment prendre le temps de l'analyse, mais on essaye aussi quand même de faire un peu de prospective. Et pour pouvoir faire tout ça, on interroge des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans le monde chaque année. On collecte beaucoup de data et à partir de toutes ces données, on essaye de comprendre ce que nous disent les gens, comment ils réagissent, pourquoi ils achètent pas. Bref, c'est passionnant en fait. Oui. Alors, publication que je recommande parce que on n'est pas là pour faire du prosélytisme forcément, mais je suis un lecteur assidu depuis moins longtemps que les 40 ans, même si j'ai un grand âge. Et dans tous les cas, j'invite les uns les autres puisque ce sont des données publiques. Oui, gratuites en plus. Et gratuites, donc n'hésitez pas à retourner sur l'Observatoire, effectivement. Alors, comme je l'ai dit, la période de forte inflation semble s'être largement calmée. Les objectifs, la Banque Centrale Européenne le rappelait il n'y a pas longtemps, des 2% est en vision si c'est pas déjà atteint. Elle laisse néanmoins des traces dans les prix des crédits à la des produits à la consommation courante, mais aussi dans tout ce qui est le service et dans le rattrapage salarial qui a eu lieu avec là. Comment les ménages français ont supporté ces 3 dernières années? Est-ce qu'on a eu des modifications profondes des comportements depuis cette période-là? Alors, d'abord, il faut rappeler que cette période d'inflation que l'on a connue effectivement
Alors, ça avait commencé un peu avant 2022. Oui, un peu avant 2022, un peu avant le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais cette guerre en Europe, le retour de la guerre en Europe, n'a fait qu'accélérer un mouvement qu'on avait constaté, notamment sur les matières premières, gaz, pétrole, électricité. Et l'inflation en zone euro a atteint des niveaux très élevés. En France, un peu moins, mais quand même, c'était le plus haut niveau depuis 40 ans, depuis le milieu des années 80. Donc, il faut bien comprendre que ce choc inflationniste, c'était un phénomène nouveau pour des millions de Françaises et de Français qui n'avaient jamais connu une telle hausse des prix. Alors moi, je suis né en 1972. Au milieu des années 80, j'étais adolescent, j'avais 13 ans. Je me souviens absolument pas d'une inflation à 6%. C'était en 1985. Oui, où l'impact. Moi, en tant que consommateur, je n'avais jamais vu une telle valse des étiquettes. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été confrontés pour la première fois à une valse des étiquettes très importante, et notamment sur l'alimentaire. Et là, c'est très spectaculaire, puisque les prix ont fait, à un moment donné, au pic, on était au-delà des plus 15% en rythme annuel. Et ce qui était très marquant pour les consommateurs, c'est que les courses alimentaires, on va les faire toutes les semaines. Et donc, ils voyaient l'évolution des prix quasiment en temps réel. Donc, forcément, ça a laissé des traces. Ça a obligé les consommateurs, pour répondre à votre question, à faire des arbitrages dans leur consommation. On a vu, par exemple, que les produits bio avaient beaucoup souffert parce que ce sont des produits qui sont un peu plus chers. Donc, les ménages ont fait des arbitrages. Donc, ils se sont adaptés à cette période. Aujourd'hui, effectivement, on est revenu sous le seuil des 2%. Et même 1%, sous les 1% au mois d'août en France. Donc l'inflation n'est plus un sujet. Néanmoins, on le sait, ça a laissé des traces dans l'esprit des consommateurs. Et donc, ils ont un comportement qui est extrêmement prudent parce que aujourd'hui, ils font encore très attention, même si quand on regarde les chiffres du pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat a plutôt tendance à légèrement augmenter. Alors je sais que quand je dis ça, en général à la radio ou à la tévision, souvent ça suscite de l'interrogation dans le meilleur des cas, de l'indignation parfois parce que les gens n'y croient pas. C'est un vrai sujet, ça d'ailleurs. Mais globalement, aujourd'hui, on a des ménages qui font plutôt preuve de prudence et qui ont tendance à privilégier l'épargne. Et donc, du coup, modification de comportement en dehors de la prudence et puis peut-être d'un regard plus pointu sur la nature. Est-ce que c'est plutôt la qualité? Est-ce qu'on a restreint la consommation ou est-ce qu'on a reprivilégié, comme ça avait été juste avant la crise d'ailleurs justement, les prix cassés, les discounts qui peuvent exister? Alors en fait, les ménages ont fait plein de choses pour pouvoir s'adapter. Ils n'ont pas fait qu'une seule chose. Alors évidemment, notamment pour les ménages aux revenus modestes, parce que ce sont eux qui ont été les plus impactés par l'inflation. Je le disais, c'est la hausse des prix de l'alimentaire qui a été la plus spectaculaire. Or, l'alimentaire, c'est ce qui pèse le plus lourd dans le budget des ménages modestes. Donc, c'est eux qui ont été frappés en premier. Donc, il y a eu des arbitrages sur les prix, donc avec des produits de moins bonne qualité. Il n'y a pas eu que ça. On peut parler de l'économie circulaire. Beaucoup de gens ont acheté des produits d'occasion plutôt que d'acheter des produits neufs. Ils ont revendu aussi des produits dont ils n'avaient plus l'usage pour pouvoir récupérer un petit peu de pouvoir d'achat supplémentaire. Et puis surtout, ce que l'on constate maintenant, c'est qu'il y a des arbitrages qui sont structurels, si j'ai envie de dire, que l'on constate maintenant depuis plusieurs années, et je pense que ça va continuer. Je m'explique. La consommation des ménages, au fond, c'est assez simple. Elle se décompose en deux grandes parties. Il y a les services d'un côté et les biens de l'autre. C'est-à-dire que soit vous achetez des produits, des biens durables, une télé, une radio, une voiture, vous achetez quelque chose qui a été fabriqué, d'accord ? Soit vous achetez des services. Vous faites un voyage, vous partez dans un parc d'attractions, bref. Et quand on regarde l'évolution sur ces 6 dernières années, on voit que la consommation des ménages en France en biens reste encore légèrement inférieure à ce qu'elle était en 2019, au moment pré-Covid, si je puis dire, alors que la consommation des services est bien au-delà. Donc pour le dire plus simplement, on achète moins de biens durables, moins de choses matérielles. Par contre, on privilégie les services parce que derrière les services, il y a une notion qui est très importante, c'est la notion de plaisir. Si je pars en voyage, je me fais plaisir, je fais plaisir à ma famille. Si je vais dans un parc d'attractions, si je pars en vacances, tout ça, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du plaisir quand on achète un bien, une télé, un ordinateur ou un téléphone portable. Mais c'est vrai que l'on constate factuellement qu'aujourd'hui, il y a des arbitrages qui se font plutôt au profit des services et au détriment de la consommation en biens. Est-ce que dans l'observatoire et dans vos observations, la notion d'abonnement ou de service, ça comprend aussi toute la bascule que j'ai vue apparaître sur la location. On évoquait tout à l'heure rapidement tout ce qui était trottinette ou vélo électrique, etc. Mais aujourd'hui, le véhicule, vous êtes bien placé pour le dire, le véhicule, il est acheté en location. Enfin, il est utilisé avec un système de location la plupart du temps. Est-ce que ça a permis de basculer cette balance d'affectation ou est-ce que non, on l'a quand même maintenu dans le régime de l'investissement? Non, c'est de la consommation en biens. Pour autant, effectivement, il y a un transfert de la propriété vers l'usage. Oui, c'est ça. On est moins propriétaire de ces biens.
on est plus locataire. Alors ça marche bien effectivement sur la voiture parce que les prix sont élevés, c'est un bien qui a une valeur très importante et au bout de 3-4 ans, à la fin de votre contrat de location, elle a encore une valeur, ce qu'on appelle une valeur résiduelle, je ne veux pas être trop technique, mais elle a une valeur résiduelle qui est importante et qui permet effectivement de faire facilement de la location. Mais on voit effectivement la location se développer sur un certain nombre d'autres produits. On pourrait parler par exemple de la literie. Il y a des consommateurs qui ne veulent plus être propriétaires de leur bien qu'ils ont à la maison. Ce qui est important pour eux, c'est d'être l'usager unique, le seul utilisateur. Donc, si je reprends l'exemple de la voiture parce que c'est le plus simple, vous êtes locataire de votre voiture. À la fin du contrat de location, très souvent, les gens rendent la voiture au propriétaire, en général le concessionnaire automobile, enfin le constructeur, peu importe. Mais par contre, ils sont uniques utilisateurs, c'est-à-dire que leur voiture, tous les jours, il n'y a qu'eux qui l'utilisent. Ils ne la mettent pas en location pour d'autres personnes. Donc, si vous voulez, ça combine un peu l'avantage des deux, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui utilise ma voiture, donc elle est à ma disposition quand je veux, quand j'en ai besoin. Et pour autant, je suis que locataire, donc ça veut dire que je n'ai pas les soucis ou les tracas du propriétaire. Comment je vais revendre la voiture? Est-ce que je vais y arriver ou pas? Voilà, et c'est pour ça que ça a beaucoup progressé. Et ça illustre effectivement une transformation dans la consommation des ménages, moins de propriété, plus de location. Après, il y a certains produits pour lesquels c'est un petit peu moins adapté, notamment les produits qui ont une faible valeur au bout de 3-4 ans. Si vous achetez un produit qui vaut 500 €, évidemment, au bout de 3-4 ans, au bout de 2 ans, sa valeur résiduelle est très faible. Donc, être en location sur ce type de produit, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que sur les produits à fort prix, à forte valeur ajoutée, la location se développe. Alors, c'est pas le propos, mais on peut imaginer effectivement que l'importance du montant ou de la valeur du bien oblige les gens à réfléchir à ça. L'immobilier ne se prête pas encore complètement à ça, même si la location de résidence aujourd'hui, même si elle souffre d'un marché particulier, voudrait bien y aller, mais en tout cas l'accession ou l'usage plus long paraît parfois compliqué dans tous ces cas-là, mais on peut raisonner de la même façon. On va rester quand même sur le sujet du logement, dérèglement climatique, autres défis qui se présentent à nous dans ce contexte. Est-ce qu'on s'attendait à un certain changement de comportement qui évolue fortement? Est-ce que ça se traduit réellement dans les dépenses des ménages, notamment sur des achats, sur des travaux, sur des prises d'initiative significatives dans l'affectation de leurs dépenses? Oui, le logement. Alors, d'abord, il faut rappeler quand même. Alors, on a une France qui est où il y a beaucoup de propriétaires, un peu moins de 60, ouais, un peu moins de 56, ouais, un peu moins de 60%, ça dépend un peu, mais globalement, on a quand même une part importante de Français qui sont propriétaires, qui sont évidemment les premiers concernés par l'investissement dans le logement. Un locataire ne va pas entamer des travaux importants pour l'isolation de son logement à partir du moment où il en est simple locataire. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le logement, c'est quelque chose de très important pour les Français. D'ailleurs, qu'on soit locataire ou pas, peu importe, le logement, c'est très important. Dans la pyramide de Maslow, c'est la base, c'est oui, c'est la sécurité, c'est le... Oui, absolument. Ils y sont très attachés à leur logement. Ils y attachent une grande importance et donc ils souhaitent être bien installés dans leur logement. Donc c'est un sujet central dans leur vie. Les prix du logement font qu'aujourd'hui, on a un sujet sur le mal logement, sur l'accession à la propriété. C'est plus difficile pour les jeunes aujourd'hui parce que les prix sont ce qu'ils sont. Ils sont très élevés. Donc, devenir propriétaire, devenir accédant à la propriété quand on a 25 ans en France ou 30 ans, c'est beaucoup plus compliqué que par le passé. Donc, on a un sujet par rapport à ça. Mais pour revenir sur votre question, nous, on a fait plusieurs études sur la transition énergétique, que ce soit du côté de CTLM et même de BNP Paribas. On a réalisé une étude récemment européenne. On voit bien que le sujet du changement climatique est vraiment bien présent dans l'esprit des gens. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est en France que ce sujet est le plus présent sur les 8 pays du périmètre de l'étude. Donc, on avait l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, enfin les grands pays européens. C'est en France que ce sujet est le plus prégnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en cause de ce sujet-là en disant, non, mais le réchauffement climatique, c'est pas notre problème, nous, on n'a rien à faire. Les gens considèrent qu'avec leur logement, oui, ils ont un rôle à jouer pour essayer d'améliorer les choses, notamment sur le plan de la consommation énergétique, des émissions de carbone, et donc ils se sentent concernés. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce qu'ils font derrière, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ce que l'on constate, c'est que c'est très souvent l'adaptation, les gestes du quotidien qui évoluent en premier parce que ça ne coûte pas cher de faire attention à sa consommation d'électricité, sa consommation d'eau. Bref, on est beaucoup plus vertueux au quotidien. Là où ça devient compliqué, c'est quand il faut engager des grands travaux, des travaux très importants sur le plan financier, très impactants, qui peuvent représenter plusieurs milliers d'euros, quelquefois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour l'isolation du logement, parce que là, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est évidemment la question du financement. C'est comment je vais financer ça? Est-ce que j'ai les moyens de le faire?
Et surtout, le problème, je crois, le plus important, mais là c'est une analyse très personnelle à la lecture des résultats de ces études que j'ai pu faire, c'est que les gens ont du mal à calculer le retour sur investissement. C'est-à-dire que s'il faut investir 20 000 euros pour isoler le logement, parce que vous avez une maison en province et que du coup vous voulez refaire l'ensemble de l'isolation de votre maison, soit l'isolation par l'extérieur, les combles, les menuiseries, etc., que vous devez mettre 20 000 euros, vous vous demandez combien vous allez économiser chaque année en énergie, en chauffage ou en climatisation, si vous avez de la climatisation. Et là, ça devient très compliqué parce qu'évidemment, c'est difficile pour les professionnels, voire impossible, de s'engager sur un chiffre précis parce que c'est très aléatoire. Et donc, du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup ? Si j'économise 100 euros par an pour 20 000 euros de travaux, ils vont vite se dire que ça vaut pas le coup. Le retour sur investissement n'est pas bon. Et donc, ce qu'ils demandent, c'est évidemment de la lisibilité, de la clarté pour pouvoir prendre leurs décisions d'investissement ou pas, en toute connaissance de cause. Et évidemment, là, je ne veux pas dire que le bas blesse, mais c'est toujours très compliqué, effectivement, d'avoir une vision claire des choses. Très souvent, on fait de gros travaux, et quelquefois, pas tout le temps, mais quelquefois, on peut être un peu déçu, après avoir fait les travaux, quand on constate d'une année sur l'autre, finalement, que les économies attendues ne sont pas au niveau qu'on espérait. Alors oui, c'est vrai pour la rénovation énergétique, Oui. parce qu'il y a, et puis il y a l'impact sur la facture énergétique, c'est-à-dire que c'est peut-être malheureux à dire de cette façon-là, et je m'attirerai les mêmes foudres que vous sur les plateaux, mais en l'occurrence, peut-être qu'on n'a pas encore suffisamment perçu l'impact énergétique dans notre consommation. Et puis après, il y a l'entretien d'un bâtiment, d'un logement, qui lui permet d'éviter de se dégrader et qui va assurer la pérennité de sa valeur sur le marché, y compris le marché secondaire en revente. Hein. Oui, alors cette dimension patrimoniale, elle est très importante. La dimension patrimoniale d'un logement, le fait de pouvoir transmettre à ses enfants un logement en bon état, etc., c'est un élément qui est vraiment très important. Les ménages qui sont propriétaires de leur logement sont vraiment très attachés à cette dimension-là. Après, au-delà de cette dimension patrimoniale, la notion de plaisir que j'évoquais tout à l'heure, elle est aussi très présente dans le logement. Bien sûr, il y a les investissements qui sont nécessaires pour mieux isoler, pour moins consommer, etc. Mais il y a les investissements qui sont faits pour être mieux dans son logement tout court, pour s'y sentir bien. On a certains marchés, par exemple, qui ont beaucoup progressé. Il faut rappeler qu'en France, on doit être le premier marché européen en nombre de piscines individuelles en Europe. Donc, on a construit énormément de piscines en France sur ces 30 dernières années. C'est tout à fait considérable. On a un marché, par exemple, de la cuisine qui s'est extrêmement bien comporté sur ces 20 dernières années. Les gens ont investi dans leur cuisine. Très souvent, d'ailleurs, la cuisine s'est décloisonnée dans la maison. Oui, ça devient une pièce de vie. Voilà, ça devient une pièce de vie. Donc, on l'a aménagé justement pour pouvoir passer des bons moments en famille. On a des invités, mais quand on est dans la cuisine en train de préparer le repas, on peut continuer à discuter avec ses invités. On a aussi tout l'aménagement des salles de bain qui a aussi progressé. Bref, les gens ont beaucoup investi dans leur logement pour y être bien, tout simplement. C'est vrai que le Covid, d'une certaine façon, a eu tendance à accélérer ce phénomène, puisque maintenant, le télétravail a connu une forte augmentation. Certaines entreprises reviennent un peu en arrière, mais malgré tout, il y a beaucoup de gens qui font encore du télétravail 1 ou 2 jours par semaine. Et donc, quand ils télétravaillent, ils ont envie d'être bien. Donc, très souvent, ils ont aménagé une pièce supplémentaire, une pièce pour pouvoir y travailler tranquillement. Et le fait de passer plus de temps à la maison a incité beaucoup de propriétaires à investir, à la fois en travaux, mais aussi en mobilier, pour pouvoir avoir un intérieur confortable. Donc oui, le logement vraiment occupe une place tout à fait à part dans le budget des ménages, dans l'esprit des consommateurs, et d'une façon générale, c'est vrai tout au long de la vie. Et dites-moi si je me trompe, mais cette année, cet observatoire que vous publiez régulièrement a introduit un volet habitat qui est beaucoup plus pointu dans les questions et dans l'observation. Et donc, j'invite les uns et les autres à aller sur ce sujet-là. Parce que on a parlé de rénovation énergétique. Est-ce que vous êtes allé assez loin pour pouvoir évoquer les urgences de la rénovation ? Alors, il y a... on a dit, effectivement, le retour sur investissement que la personne... C'est psychologique, d'ailleurs, plus souvent qu'autre chose. La deuxième chose, c'est l'aide, l'attente d'une aide, alors qu'elle soit de l'État ou de tiers, Éco-PTZ, MaPrimeRénov', etc., avec tout ce qu'on a en ce moment comme situation. Et puis, il y a les éléments vraiment tangibles, tels que je change mes huisseries, je change mes fenêtres, parce que je sais très bien que, oui, j'ai vu qu'il y avait des fuites, ça coulait... j'ai de la buée en permanence. On est sur des urgences comme celle-ci où on est encore, comme on l'évoquait tout à l'heure, vraiment principalement sur des appoints et sur de l'attente du ROI, si on peut appeler ça. Non, il y a une attente qui est très forte vis-à-vis des pouvoirs publics. À partir du moment où on explique à tout le monde que c'est une urgence,
qu'il faut réduire nos émissions de carbone, notamment, donc il faut réduire sa consommation énergétique, il faut réduire les émissions de CO2 liées au logement. Les Françaises et les Françaises attendent de l'État qu'il les accompagne avec des dispositifs d'aide qui sont nombreux, qui existent. Mais il y a un gros problème avec tous ces dispositifs. Et ça, vraiment, on l'a vu dans les études que l'on a pu conduire. Et d'ailleurs, pas uniquement dans la transition énergétique, mais aussi sur la mobilité, par exemple, sur la voiture. Le gros problème, c'est qu'ils n'y comprennent rien. Il y a trop d'instabilité. Les dispositifs changent trop souvent. Les règles sont tout le temps en train de changer. Donc, quand les règles changent sans cesse, quand il n'y a pas de stabilité dans les politiques publiques, que constatons-nous ? On constate de l'attentisme. Les gens se disent « Ouh là là, ça va encore changer. C'est peut-être préférable d'attendre, en fait. » Et donc là, il y a un double besoin, un besoin de clarté, parce que objectivement, quand même, globalement, c'est quand même très compliqué. À chaque fois, ce sont des usines à gaz, en fait. Donc de la transparence, de la clarté, de la simplicité et de la constance. Les gens veulent comprendre et être sûrs que ce qu'ils vont faire demain ne sera pas remis en cause soit par un changement de règles du jeu en cours de route, soit par des règles plus avantageuses après-demain. Parce que ce qui génère de l'attentisme, si on vous dit aujourd'hui, vous avez un dispositif qui vous permet d'avoir 100 € d'aide. Mais attention, ça se termine à la fin de l'année. En 2026, on passera à 50. Vous dites, il faut que je me dépêche. Il faut que je fasse vite mes travaux pour avoir les 100, parce que sinon, j'aurais plus que 50. Oui, mais on a vu que ça marchait bien, donc oui. Prolonger. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que ce qu'on dit, on a un dispositif, puis les règles changent en permanence. Donc, à partir du moment où vous ne savez pas dans quel sens ça va changer, comment les choses vont évoluer, vous dites, je préfère attendre. Donc, c'est ressorti vraiment dans toutes les études qu'on a pu mener, une grande attente des pouvoirs publics, mais plus de stabilité et plus de simplicité. Oui, alors effectivement, je partage complètement ce point de vue et en tant que consommateur personnel, je suis dans les mêmes attentes, bien évidemment, par rapport à tout ça. Sur les grands postes de dépenses, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais on va revenir là-dessus, sur l'automobile, le loisir. Est-ce que on les a sacrifiés par une plus grande sélectivité, par une plus grande un regard plus important sur la qualité, sur des choses comme ça, ou on les a totalement sacrifiés sur l'autel de l'austérité. Moi, je lisais quand même que des difficultés étaient prégnantes sur des grandes marques de construction automobile, et en même temps, je vois des prix qui ont flambé totalement sur les modèles. Enfin, je suis un consommateur lambda. Aujourd'hui, je peux pas m'acheter un véhicule que je vois régulièrement. Donc forcément que la location est en jeu dans tout ça. Est-ce qu'on l'a sacrifié sur l'austérité ou au contraire, non, on a trouvé que la location était une bonne solution pour pouvoir passer à travers? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, si je reviens 2 secondes sur l'industrie automobile, en fait, quand on regarde les prix de vente des voitures sur ces 20 dernières années, les prix se sont envolés. C'est pas un phénomène récent d'ailleurs, c'est un phénomène qui remonte à 20 ans. Entre 2000 et 2020, les prix de voitures neuves, prix catalogue, ont augmenté 2 fois plus vite que l'inflation. Et après le Covid, on a même une accélération de la décorrélation entre l'inflation d'une façon générale et les prix de vente des voitures. Oui, donc la conclusion, c'est très simple. Aujourd'hui, une voiture neuve, c'est un achat qui est impossible pour beaucoup de ménages. C'est inabordable en fait, inaccessible financièrement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on regarde le nombre de ménages qui achètent une voiture neuve chaque année, aujourd'hui on a 2% des ménages, 2,5% des ménages qui achètent une voiture neuve, qui ont acheté une voiture neuve en 2024. Il y a 30 ans, on était à 7-8%. Donc on a un effondrement des ventes aux particuliers. Et que font les gens ? Ils gardent leur voiture plus longtemps et quand ils doivent changer, ils achètent une voiture d'occasion. Donc il y a des arbitrages qui se font. Après, sur le budget des ménages au sens large, on a vu une transformation incroyable du budget des ménages au cours de ces 60 dernières années. Moi, j'aime bien, en tant qu'économiste, regarder un peu les séries longues, c'est-à-dire regarder ce qui se passe sur du long terme. Parce que sur du court terme, oui, on peut avoir des phénomènes, mais est-ce que c'est durable ou pas, c'est toujours difficile à dire. Mais quand on regarde sur 60 ans, c'est incroyable. En fait, le budget des ménages se compose, on le met comme ça, mais c'est la nomenclature ici, en 3 grandes parties. On a les dépenses contraintes et préengagées, on a les dépenses du quotidien, arbitrables, et on a des dépenses plaisir-loisir. C'est 3 grands postes. Les dépenses plaisir-loisir, en fait, c'est à peu près 18% du budget des ménages en moyenne. Alors, ça peut être plus, ça peut être moins. C'est plus pour les ménages qui sont aisés, moins pour les ménages qui ont des revenus modestes. Mais globalement, cette part-là, elle reste très stable dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a une crise, que ce soit la croissance, les gens protègent ces dépenses-là, et donc ça ne bouge pas beaucoup. En revanche, les dépenses préengagées et contraintes se sont envolées. Elles prennent une place de plus en plus importante,
au détriment des dépenses du quotidien. Donc dans les dépenses préengagées et contraintes, nous avons quoi? En premier lieu, l'immobilier, bien sûr, qui prend une part de plus en plus importante du budget des ménages, qu'on soit locataire ou propriétaire avec un crédit. De toute façon, vous consacrez une part très importante de votre budget pour vous loger. Et ça ne fait qu'augmenter sur ces 60 dernières années. Si on nous rajoute à ça les charges, l'électricité, etc., c'est une hausse vertigineuse. En parallèle de ça, vous avez un autre phénomène qui est arrivé, ce sont les dépenses préengagées qui n'existaient pas il y a 30 ans. Aujourd'hui, quand vous avez une famille avec 2 enfants, vous êtes 4 dans la maison, il y a 4 téléphones portables. Vous avez il y a 4 ordinateurs, vous avez des abonnements, alors je ne sais pas si on peut citer Spotify, iTunes, ce que vous voulez, vous avez des Netflix, le foot, etc. Vous avez une multitude d'abonnements qui sont pris tous les mois dans votre budget. Et donc, au fond, ce que font les ménages, c'est que quand ils évaluent leur pouvoir d'achat, et c'est une réponse d'ailleurs à la question que je posais tout à l'heure, mais pourquoi les ménages ont le sentiment que leur pouvoir d'achat baisse alors que les chiffres statistiques disent le contraire? C'est parce que leur ressenti est négatif pour une raison relativement simple, c'est que ils attendent d'avoir leur salaire tous les mois, ils attendent d'avoir les prestations familiales, ils attendent d'avoir payé ce qui est obligatoire, la mutuelle, le loyer, les charges, le téléphone portable, les abonnements Netflix ou autres qu'ils peuvent avoir, et ils regardent le 5 ou le 10 du mois, ce qui reste sur le compte, pour aller faire les courses, pour aller au restaurant et pour faire le plein de carburant. Et ce qu'ils constatent, c'est que le 10 du mois, il y a de moins en moins d'argent disponible parce que la part des dépenses préengagées et contraintes ne cesse d'augmenter. Et donc, nous, dans les entretiens qualitatifs, on a fait des études là-dessus. Quand on fait des focus group, qu'on met des gens autour de la table, et puis ils vous disent, mais moi, mon pouvoir d'achat baisse. Ah bon, mais comment vous le savez? C'est très simple. Moi, avant, maintenant, le 10 du mois, je suis à découvert. Alors qu'il y a 10 ans, le 10 du mois, je n'étais pas à découvert. Donc maintenant, j'ai rien fait. Je commence le mois, je suis déjà à découvert. C'est bien la preuve que mon pouvoir d'achat n'arrête pas de baisser. Évidemment, vu comme ça, on se dit qu'il y a un problème, sauf que ce que cette personne oublie de dire, c'est qu'elle a des dépenses supplémentaires qui sont prises tous les mois sur son compte. Donc au fond, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'évolution de notre façon de consommer réduit les marges de manœuvre financières des ménages. C'est-à-dire que ce qu'on a de disponible comme argent, une fois qu'on a payé tout ce qui est déjà prélevé sur le compte, tout ce qui est obligatoire, cette marge de manœuvre financière, elle se réduit au fil des ans. Et ça, quand on regarde sur une tendance longue, sur 60 ans, on voit les courbes qui se croisent, c'est tout à fait éloquent en fait. Et donc, on pense que c'est une tendance durable. Donc, le sujet du pouvoir d'achat, le sentiment négatif autour du pouvoir d'achat et le sentiment que son niveau de vie n'arrête pas de baisser, c'est un sentiment qui est durable, puisque je pense que, par exemple, le sujet du logement restera un sujet majeur au cours des prochaines années. On ne construit pas assez de logements, donc il y aura toujours des tensions sur les prix de l'immobilier. Oui, et puis il y a un changement aussi sociétal avec les monoparentaux. Absolument, on a des besoins de logements qui sont plus importants. Des logements plus petits, mais plus nombreux. Exactement. Alors, on a beaucoup parlé de la France, sur l'observation, etc., mais on a aussi évoqué le fait que vous étiez pertinent sur la zone euro, notamment, voire mondiale. Est-ce que ce qui se passe en France se distingue des autres pays et quels sont nos points de divergence les plus marquants par rapport à nos confrères? Je crois que vous êtes très présents en Espagne, Portugal, et Italie, Allemagne, Belgique, notamment, mais pas que. Est-ce qu'on est... Une fois encore, on est l'exception française parmi les Européens. On passe son temps à nous le dire, donc est-ce que c'est vrai aussi dans la consommation? Alors, déjà, on a des points communs avec certains pays d'Europe du Sud. Je pense par exemple au Portugal ou à l'Espagne. Quand on regarde, encore une fois, en données historiques, la perception que nous, Français, nous pouvons avoir de l'avenir, le moral que nous pouvons avoir d'une façon générale, on est relativement proche des pays latins et donc on a plutôt tendance à avoir une vision assez pessimiste de l'avenir, au contraire des pays nordiques qui sont beaucoup plus positifs. Si vous prenez par exemple la Suède, quand vous interrogez les Suédois sur comment ça va, comment vous voyez l'avenir, ils ont une vision assez positive, voire très positive de l'avenir. En Europe du Sud, je pense que c'est culturel, je sais pas, mais je le constate moi factuellement, depuis 20 ans on pose les mêmes questions chaque année, et depuis 20 ans on voit bien qu'il y a 3 Europes, il y a l'Europe du Nord qui est plutôt optimiste, il y a l'Europe du Sud qui ronchonne, et il y a l'Europe centrale qui est un peu entre les deux. Bon. Après, il y a quand même une spécificité française qui est frappante cette année, c'est-à-dire que la France, en 2025, elle est vraiment à contre-courant du reste de l'Europe, y compris de l'Espagne ou du Portugal. On a constaté, nous, l'année dernière, dans les enquêtes que l'on mène, qu'à partir du moment où la dissolution a été annoncée, à partir du moment où les résultats ont été connus, avec l'incertitude politique que l'on a eue, est-ce qu'il y a un Premier ministre, est-ce qu'il y a une majorité, et puis le Premier ministre qui a été nommé tardivement, et puis derrière, motion de censure, Michel Barnier, puis nouveau Premier ministre, etc., fait que c'est en France que le moral en 2025
a reculé par rapport à 2024, contrairement à tous les autres pays européens où le moral a augmenté. Quand on regarde l'économie espagnole, par exemple, elle va bien, l'économie espagnole. Alors c'est vrai qu'elle avait énormément souffert depuis la crise des dettes souveraines, donc elle partait un peu d'un point bas, comme le Portugal. Mais aujourd'hui, ces économies d'Europe du Sud, mais même d'une certaine façon l'Italie, connaissent des croissances qui sont supérieures aux nôtres. Ils se refinancent d'ailleurs, l'État se refinance, l'État espagnol, les Portugais se refinancent à des niveaux maintenant qui sont proches de la France parce qu'ils ont réduit leur dette publique, contrairement à nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment d'être un peu seul en Europe, d'être un peu en queue de peloton, à la fois sur le moral des ménages, à la fois sur le budget de notre pays. Et donc, ça suscite beaucoup d'interrogations. Est-ce que nous vivons dans cette rentrée 2025, c'est-à-dire le retour de l'incertitude politique, on est en plein dedans, et budgétaire aussi. Quel budget pour 2026 ? Il faut trouver 40 milliards, c'est ce qui a été dit, mais les gens se disent, mais alors qui va payer ? Est-ce que c'est moi qui vais payer ? Enfin, les gens se posent ces questions-là, les retraités s'interrogent. Ben forcément, quand vous êtes dans l'incertitude, en économie, il y a beaucoup de littérature économique sur ce sujet, les conséquences de l'incertitude en économie, on le sait d'une façon générale, ça génère plutôt de l'attentisme, un espèce de principe de précaution que tous les agents économiques s'appliquent à eux-mêmes. Les entreprises, les entrepreneurs qui se disent bon on ne sait pas trop ce qui va se passer, on va peut-être ralentir, on changera l'investissement plutôt que de changer les 10 véhicules que j'ai. Moi j'ai une PME, je veux changer 10 véhicules, on va attendre un peu. Et le ménage qui envisageait de changer sa cuisine, d'investir pour refaire son isolation par l'extérieur, va se dire on va attendre 2026, on va attendre d'y voir plus clair. Et donc tout ça, ça génère de l'attentisme et donc ça ralentit plutôt la croissance. D'accord. C'est pas une bonne nouvelle, quoi. On est vraiment dans une période un peu entre deux. On sent qu'il y a du potentiel pour l'économie française. Alors attention, on n'est pas non plus en récession, hein. Non. L'économie est en légère croissance, 0,5, 0,6% attendu cette année. C'est pas extraordinaire, mais en même temps, on n'est pas dans un scénario de récession. Mais on sent qu'on a du potentiel. Et ce potentiel, il est un peu bridé par cette double incertitude politique et budgétaire. On n'est pas en récession, mais les budgets ont été construits sur des perspectives de croissance beaucoup plus élevées. Absolument. Et là, pour le coup, effectivement, ça peut aussi redonner, et certains ne se gênent pas dans le monde politique pour le rappeler et ressasser, et du coup, alimenter ce pessimisme. Flavien, merci. Alors, peut-être quelques éléments supplémentaires. Qu'est-ce qui pourrait nous faire donner du peps, justement, cet optimisme que l'on a tous, en tout cas, on essaye d'avoir, parce que si jamais on bascule tous dans le pessimisme, effectivement, ça va vite se terminer en jus de boudin. Mais en l'occurrence, est-ce qu'on est capable de se prendre en main ? Alors, je ne parle pas sur le plan politique, parce que c'est un sujet qui nous échappe partiellement, contrairement à ce que certains disent, mais est-ce qu'on est capable de se prendre en main ? Est-ce qu'on est capable d'avoir une consommation différente qui va nous permettre, effectivement, de rebondir ? Oui, moi je suis résolument optimiste. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on regarde ce qui s'est passé sur ces 5 dernières années, nous avons vécu une succession de chocs invraisemblables. Même pour qualifier le Covid de choc de type signe noir, c'est-à-dire un événement inattendu, imprévisible, aux conséquences économiques énormes. On a vécu le Covid, quelque chose, je ne sais pas ce qu'en retiendra l'histoire dans 20, 30, 40 ou 100 ans, mais on a été bloqué chez soi, on se faisait des attestations à nous-mêmes pour pouvoir sortir de la maison. Quand même, quand on y repense, c'est incroyable, et on l'a fait. On a vécu ça. On sort du Covid, la guerre revient en Europe. Je ne sais pas s'il y a plus anxiogène que ça. Alors, ça fait bientôt 4 ans, malheureusement, que cette terrible guerre a lieu. Donc aujourd'hui, on en parle un peu moins dans les médias. Je ne veux pas dire qu'on l'a un peu oublié, mais ça a été un choc incroyable. Et malheureusement, aujourd'hui, on a encore des centaines, voire des milliers de personnes qui meurent tous les jours. Mais la guerre est revenue en Europe. L'inflation, la plus forte inflation depuis 40 ans. Donc on a une succession de chocs économiques. Le contexte international, un président américain qui déclare la guerre économique, la guerre commerciale à tout le monde, à la planète entière. C'est le retour non plus du droit international, mais de la loi du plus fort en quelque sorte. Et malgré ça, on tient. On a tenu. On est capable de faire preuve d'une adaptabilité, d'une résistance incroyable. Franchement, je le disais tout à l'heure pour les consommateurs, mais c'est vrai pour les entreprises. Alors c'est dur, pour beaucoup d'entreprises, c'est difficile, mais globalement, on arrive à résister à des chocs qui sont d'une violence inouïe. Je suis pas sûr qu'on retrouve un jour un monde sans choc, c'est-à-dire que je pense que les crises sont devenues un espèce de régime permanent. Il y aura toujours des crises. Oui, les cycles sont de plus en plus violents. Plus courts. Mais du coup, ça veut dire que pour les entrepreneurs qui nous regardent, pour les ménages, mais particulièrement pour les entrepreneurs, je crois que plus que jamais, le mot d'ordre, c'est réactivité, innovation,
capacité à s'adapter et à anticiper, même si c'est difficile. Mais je crois vraiment que la réactivité, dans toute crise, il y a des opportunités, en fait. De toute contrainte, il y a une opportunité. Et donc, il y a toujours des opportunités. Et ce que je constate simplement, factuellement, c'est que malgré toutes ces crises depuis 5 ans, l'économie française s'est pas effondrée. On aurait pu imaginer que les gens arrêtent de consommer tout court. Ils auraient pu le faire. Je rappelle juste, peut-être pour conclure, que nous sommes dans un pays développé. Et dans les pays développés, on a une particularité, c'est que le taux d'équipement des ménages en biens est très élevé. Oui. Pour le dire simplement, on a déjà tout ce qu'il nous faut. On a nos canapés, on a nos téléviseurs, on a nos ordinateurs, on a nos télés, on a nos téléphones portables, nos voitures, on a tout ce qu'il faut. Et en général, c'est du bien matériel qu'on peut garder longtemps, parce que ça tombe pas très souvent en panne, quelquefois, quoi, malgré ce que je peux entendre parfois. Et malgré ça, en fait, non, l'économie ne s'est pas effondrée. Alors, ça ne veut pas dire que tout est euphorique, ça ne veut pas dire que tous les secteurs vont bien, mais globalement, l'économie a tenu. Pourquoi elle a tenu ? Parce que les entreprises ont plutôt tenu et que les consommateurs s'adaptent en permanence. Donc, il y a des opportunités à saisir. Et moi, je crois qu'on est quand même un grand pays avec de chouettes entrepreneurs et une capacité d'innovation et d'invention qui a fait toute l'histoire de notre pays. Et je crois que dans les années qui viennent, si on est capable un peu de se ressaisir sur le plan politique pour sortir de ces périodes d'incertitude qui sont néfastes, je crois qu'on est capable du meilleur. Peut-être qu'on a besoin justement de toucher le fond pour pouvoir mieux repartir. Peut-être, mais on en a connu d'autres. On en a connu d'autres dans l'histoire de notre pays. La France est un grand pays à la longue histoire. Et on a toujours su se relever. Exactement. Alors, je ferai juste un parallèle pour conclure cette interview. C'est que concernant, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, je m'adresse aux intermédiaires en opération de banque. Ne jugez pas simplement l'effet immédiat, le retour sur investissement immédiat dans le conseil, dans l'accompagnement de vos clients. Vos clients, ils ont besoin de vous si jamais vous êtes devenu leur tiers de confiance. Ça vaut aussi pour les établissements bancaires. On n'est pas du tout forcément concurrents sur tout. Et dans tous les cas, préoccupez-vous de tous ces éléments-là. Préoccupez-vous des projets des clients, de leurs attentes pour pouvoir anticiper, construire avec eux leur plan d'avenir. Et puis, intéressez-vous à ce qui se passe dans l'environnement et pas simplement sur les grilles de taux bancaires. Intéressez-vous à leurs habitudes de consommation. Consultez les observatoires CTLM. Et merci Flavien pour cette interview. Je suis très honoré et enchanté de t'avoir eu aujourd'hui. Bienvenue sur les émissions des fans du crédit et rendez-vous à la prochaine émission. Fans de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.